Michel Gamiette n'avait pas une ni deux femmes, mais bien 12 épouses. Comment cet homme, au-dessus de tout soupçon, a pu mettre en place une secte familiale à la cité Grand Camp en Guadeloupe, au nez et à la barbe de tous, je vous raconte tout. Nous sommes le 23 janvier 1984 lorsque Max, le fils de Michel Gamiette, adresse une lettre au procureur de la République de Pointe-à-Pitre où il dévoile un lourd secret de famille. Son père, un ancien professeur de mathématiques, serait le président de l'Ordre uni des Saints des derniers jours de la Guadeloupe, une secte familiale située à Goyave où régnerait la terreur, des violences à l'encontre de certains fidèles, toutes des femmes, extorsion de fonds, près de 1 300 000 francs, et surtout la pratique de la polygamie. Le 17 mars 1984, Michel Gamiette est donc emprisonné et la presse, notamment le France-Antilles, s'empare de l'affaire. C'est ainsi que le vendredi 6 avril 1984, la Guadeloupe apprend avec stupéfaction l'existence sur son territoire, aux Abîmes et à Goyave, d'une secte dirigée par un homme qui se dit prophète et qui aurait plus d'une dizaine de femmes. Ce qui attire de nombreux badauds et ces dernières deviennent vite des cibles de choix pour les curieux de toutes sortes. En effet, dès le 7 avril, au lendemain de la révélation de l'affaire, des centaines de voitures conduites principalement par des hommes cherchaient patiemment la maison des fidèles de Michel Gamiette. Puisqu'il est en prison, la succession du prophète est ouverte, disait l'un d'entre eux. Je suis volontaire pour m'occuper de toutes ces femmes. Haha, ricanait un autre. De toutes les accusations dont devait faire face Michel Gamiette, celle de la polygamie occupait une place centrale dans le débat. Et ce qui étonnait davantage le grand public, c'était que la grande majorité de ses épouses, de ses adeptes, étaient presque toutes diplômées. Ainsi, sur les 12 femmes, 8 étaient enseignantes. Certains même ont eu des enfants avec le prophète au nom de Dieu, dont Michel Gamiette ne reconnaîtra aucun. Convaincus qu'il était investi d'une mission divine, ces Martiniquaises et Guadeloupéennes se convertissent au mormonisme, lui seront fidèles jusqu'au bout et lui reversaient même la quasi-totalité de leur salaire. Michel Gamiette commence par ancrer dans l'esprit de ces femmes que l'argent ne leur appartient pas, mais qu'il appartient à Dieu. Il faut donc lui remettre ce qui lui appartient. Cette coutume que l'on retrouve chez d'autres religions chrétiennes s'appelle, dans ce cas-là, la restitution. Chaque mois, les fidèles salariés commencent par payer la dîme, soit 10% de leur salaire. Mais progressivement, ils arrivent à remettre presque tout leur salaire mensuel à Michel Gamiette, puisqu'il est le représentant de Dieu sur terre. Jusqu'au bout, les femmes de Michel Gamiette défendront corps et âme celui qu'elle appelle le président. Pour elles, toutes les accusations portées contre lui ne sont que de mensonges. Et il n'a rien de n'illuminé. En effet, de par son apparence, son parcours professionnel et sa culture, Michel Gamiette ne payait pas de mine. Lui qui est né le 21 janvier 1931 à Vieux-Habitants, en Guadeloupe, découvre la religion des Mormons en 1966, mais s'aperçoit très rapidement qu'il ne pourrait accéder aux fonctions de prêtre à cause de sa couleur de peau. Les premiers prêtres, en effet, de couleur, n'ont été admis qu'en 1978, soit 12 ans plus tard. La religion mormone étant au préalable et surtout aux États-Unis une religion extrêmement raciste. De retour en Guadeloupe et peu de temps après un divorce, Michel fut atteint d'une longue maladie et est amené progressivement à abandonner son poste d'enseignant. C'est ainsi qu'en 1972, il commence à créer sa propre secte et affirme qu'il a été choisi par Dieu pour créer une grande famille. Interrogé par le journal Tropic Mag, dans son numéro 16, publié en 1984, 3 femmes de la secte ont cherché à justifier leurs choix familiaux et indiquent que la famille plurale est une façon de fonder un peuple qui adore l'Éternel. Le président, selon eux, a reçu le commandement de fonder une famille avec des femmes et des enfants pour accroître les membres de son église. Voici la suite de l'interview. Peut-on avoir un véritable rapport amoureux avec un homme, entre guillemets, extraordinaire? Mais bien sûr, je dois dire que je vois le prophète comme Dieu le Père. Dans l'intimité, je le respecte. C'est passé dans mes habitudes. Cela m'arrive de prendre des initiatives amoureuses, mais je ne suis pas gênée. Autrement dit, vous aimez le prophète d'amour et pas seulement sur le plan spirituel? Oui, sinon je ne serais pas là. S'il n'y avait pas d'amour, la famille ne tiendrait pas. Vous êtes 11 couples en fin de compte? Oui, voilà. Mais dites-moi, comment vivez-vous entre vous-même, entre femmes, cette situation de polygamie? Nous ne sommes pas ensemble la plupart du temps. La relation avec le président est individuelle, autonome. Chacune a son chez-soi et le prophète d'ailleurs reçoit chez lui. Il y a beaucoup de tact et de discrétion. Il donne discrètement rendez-vous à l'une de nous pour ne pas froisser les autres. Ou cela peut être une de nous qui lui dit « Est-ce qu'on pourrait vous voir ?» Cela vous arrive-t-il de passer toute une nuit avec le prophète? Oui, cela peut nous arriver aussi d'aller voir le président. Il n'y a jamais de problème. Ces jeunes femmes, qui sont considérées comme les épouses plurales du prophète, partageaient sa vision et ses projets. Faire des économies pour acquérir un terrain,
sur lequel est prévue une église pour que les membres de la communauté puissent, en cultivant la terre, vivre en autarcie en cas de guerre ou de calamité, ainsi que le prévoit la Bible. C'est de cette manière que Michel Gamiette et sa communauté purent faire l'acquisition d'un premier terrain et prévoyaient d'en acheter un autre. Son procès débute près d'un an plus tard, le mercredi 23 janvier 1985 au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre devant une foule des grands jours. Pour répondre devant la justice d'extorsion de fonds, de violence avec préméditation et de subornation de témoins. Il risque près de 10 ans d'emprisonnement. Il a été premièrement et longuement interrogé sur tout l'argent qui a été amassé à son profit au cours des années et sur les raisons pour lesquelles ces femmes lui versaient la quasi-totalité de leur salaire. Il indiquait avoir gardé les sommes confiées en bon père de famille et qu'il s'était engagé à les restituer dès l'instant où ces sommes lui auraient été réclamées, avant de conclure qu'il était un homme de Dieu, un envoyé de Dieu et que rien ne se développe sans la liberté et sans la justice, qu'il n'obligeait personne et qu'elle avait choisi pour détenir leurs économies. Et en conclusion, Michel Gamiette, toujours serein, expliqua devant les juges qu'il était toujours difficile de faire comprendre certaines réalités à des néophytes. Au sujet de la polygamie, Michel Gamiette répondait qu'il vivait sous le régime du mariage pluriel, pas de polygamie, qui pour lui avait une connotation négative et de débauche. Pour lui, il s'agissait simplement d'avoir plusieurs épouses dans un cadre religieux. Quand le président lui demande pourquoi dans son mouvement il n'y a que des femmes, il répond que ce ne sont pas avec des hommes et des animaux qu'il aurait pu fonder une famille. Rarement on aura vu un procès durer aussi longtemps en Guadeloupe. Plus de 18 heures de débat et 5 jours au terme desquels il fut finalement uniquement reconnu coupable d'escroquerie et de coups et blessures volontaires avec préméditation. Il a été donc condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis. Il eut également 4 573 € d'amende et 7 622 € de dommages et intérêts à verser à l'une des victimes. Michel Gamiette ayant passé plus de 6 mois en détention provisoire de mars à septembre 1984, il ne retourna pas en prison et rejoignait donc ses 11 femmes. Il eut une vie paisible jusqu'à son décès en mai 2005. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire en partenariat avec le France Antilles et vous pouvez d'ores et déjà précommander notre livre qui retrace près de 60 ans de faits divers. À la semaine prochaine.